Bonjour à tous et à toutes. Donc on va voir dans quelles conditions la taille des portions a un impact et vous parler des apports du marketing du changement de comportement. Alors, je sais pas, on a eu une pudeur quand on a fait le diaporama, on n'a pas mis marketing social, mais c'est ça qu'on voulait mettre. Donc, pour faire une transition, moi je vais encore rester un peu théorique. Et puis ensuite, Sandrine pourra vous parler de ce qu'on fait avec VIF. Donc je vais poser un peu le contexte. Je vais très vite, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, cette prévalence de l'obésité et le fait qu'elle est liée avec la disparité sociale, c'est-à-dire que en CM2, effectivement, on a 18% des enfants en surpoids et 4% d'obèses, mais que dès la maternelle, les chiffres montrent que l'obésité touche 4 fois plus les enfants d'ouvriers que ceux de cadre. Alors, ce matin, Pascal a parlé de 5%, mais c'était pas le CM2, c'était 14 ans, je crois. Ce qui veut dire que ça ne s'arrange pas en vieillissant. C'est surtout ça, le truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce que ça veut dire que là où il faut agir, c'est pas en général, c'est sur les populations où il y a où ce problème est le plus prégnant. Autre élément du contexte, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de référentiels, à l'exception bien sûr du GMRCN, pour quelqu'un qui est dyslexique, je vous assure que ce n'est pas évident à dire. Et puis bien sûr des conseils pour le PNNS, mais finalement pas tant que ça, donc il n'y a pas grand-chose qui existe. Et on en a beaucoup parlé ce matin, donc ça c'est pareil, je peux aller un peu vite parce qu'on a largement évoqué les causes multifactorielles, la diversité des portions consommées, l'influence culturelle. Et à midi, je rappelais que les valeurs de santé, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes dans la population, que suivant votre milieu, la santé c'est une valeur ou pas. L'influence familiale, on en a parlé aussi ce matin, avec le plaisir que les parents veulent donner, régulé justement par court terme, long terme. L'influence de la fin de l'enfant, alors pareil, je ne vais pas paraphraser Nathalie, donc l'influence de l'environnement, des relais, et ça c'est quand même assez spécifique à l'action que nous menons avec Vivre en Forme. J'ai oublié de dire que, effectivement, Sandrine est vraiment la personne qui a créé le plus les éléments de campagne, et que moi je fais partie du conseil d'administration de VIF depuis plusieurs années. Donc l'influence de l'environnement et des relais, c'est-à-dire que la restauration scolaire, on va le voir tout à l'heure, les dames de la cantine, elles ont une action aussi. L'influence des packaging, alors là, je pense qu'avec Olivia et Pierre, on en a beaucoup parlé, donc c'était juste pour dire qu'on était vraiment en phase avec ce qui s'est dit ce matin. Donc dans ce contexte, ça sert à quoi le marketing social? Vraiment, les questions qu'on veut aborder, c'est comment aider les enfants les parents à comprendre que certains de leurs enfants sont des gros et des petits mangeurs, comment les aider à réguler leur appétit. On ne s'était pas concerté avec Nathalie. Et comment on peut aussi les aider, les enfants, à s'autoréguler, à écouter les signaux internes. Alors je vous parle du marketing social comme si tout le monde savait ce que c'est. Bon, hélas, ce n'est pas encore le cas. Donc, je vous ai mis la définition la plus ancienne, une des premières définitions, celle de André Hazen, qui dit que c'est l'application du marketing, des technologies, des outils élaborés dans le secteur commercial pour résoudre les problèmes sociaux où le résultat est la modification du comportement. C'est-à-dire qu'on va utiliser... Le marketing, c'est un outil, c'est des techniques, et on peut faire ce qu'on veut avec le marketing. On peut vendre des paquets de céréales, ou bien on peut essayer de vendre du bien commun. Et en général, parce qu'il faut qu'on modifie les comportements. Et en fait, dès le début, avec le marketing social, dans les années 70, les pionniers ont essayé de répondre à cette interrogation du sociologue Wiebe dans les années 50, disait, mais vous qui savez vendre du savon, pourquoi vous ne savez pas vendre de la fraternité? C'est un petit peu ça la démarche. Alors, quelque chose qui est très important, je vais essayer d'aller très vite sur le marketing social, mais enfin bon, on sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu des revues de littérature là-dessus, qui ont montré qu'on avait plus de chances d'être efficace si on s'appuyait sur des théories.
Et le marketing social, comme le marketing s'appuie sur des théories, je dis toujours qu'on est un peu les coucous des sciences, nous, parce que nous, on utilise l'économie, on utilise la psychologie, on utilise la sociologie, enfin, tout fait corps, tout fait sens pour le marketing. Là, je vous ai mis les modèles les plus intégratifs, les plus englobants qu'on utilise. Il y en a plein d'autres. J'ai mis en premier le modèle socio-écologique, je vais y revenir parce que c'est mon préféré. Ça, c'est un modèle qui a été proposé par Bronfenbrenner, qui est un sociologue. On utilise aussi beaucoup les théories du psychologue Bandura, et notamment la théorie de l'auto-efficacité, je vais revenir aussi. Quelque chose sur lequel je ne vais pas revenir, c'est mes moutons. C'est la théorie des normes sociales qui a été développée par Perkins et ses collègues. Et les normes sociales, on en a aussi parlé de manière implicite ce matin, c'est quoi? C'est que finalement, on va agir en fonction de ce qu'on pense que les autres font, et on va agir aussi en fonction de ce qu'on pense que les autres pensent de ce qu'on fait, avec le côté réflexif. Et on voit bien avec les masques, est-ce que ça devient une norme sociale ou pas. Et l'économie comportementale, et notamment les travaux de Kahneman, et puis bien sûr le nudge, parce que c'est incontournable. Alors, cette approche socio-écologique qui avait été proposée par Bronfenbrenner, là on a repris une visualisation qui a été utilisée dans la lutte contre l'obésité. C'est l'idée que c'est vain de ne s'intéresser qu'à l'individu. Il faut, pour comprendre pourquoi certains comportements gagneraient à être changés, il ne faut pas rester collé au niveau individuel, mais il faut s'intéresser notamment à ce qu'on appelle la niche écologique, c'est-à-dire quels sont les éléments de l'environnement qui vont favoriser ou pas un certain type de comportement. Et on voit bien par exemple que s'il y a des pistes cyclables dans une ville, c'est plus facile de faire du vélo. Bon, je n'irai pas plus loin. Et la société, évidemment, elle va aussi favoriser ou pas certains comportements. Parfois avec des injonctions. Hein, on voit, si on ne met pas le masque, eh ben, on a une amende. Parfois en favorisant des comportements plus ou moins vertueux. Donc en tout cas, quand on réfléchit en termes de marketing social, on a une approche socio-écologique et on ne se contente pas de viser un individu, mais on essaye de viser un individu dans un environnement. Rapidement, le sentiment d'auto-efficacité de Bandura, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut changer les comportements, et c'est compliqué de changer les comportements, eh bien, il faut déjà que les gens soient motivés à changer ces comportements. Et quelque chose qui va peser sur la motivation à changer de comportement, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Si vous pensez que vous êtes capable d'y arriver, ben, ça sera plus facile que si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Et on sait, avec les travaux des psychologues, que ce sentiment d'auto-efficacité se construit à partir de l'expérience personnelle, des succès, des échecs. Il y a toute cette notion de résilience, de l'observation des autres, de l'environnement proche, encore une fois, et des états affectifs et somatiques. C'est vrai que quand on est déprimé, on a un sentiment d'auto-efficacité un peu faiblard souvent. L'économie comportementale, ben ça c'est les travaux de Kahneman, de Tversky et Kahneman. Et notamment, ils ont été popularisés par Kahneman dans son bouquin Système 1, Système 2. Il a eu le prix Nobel pour ses travaux. Et je trouve que le côté vraiment intéressant de ce livre, c'est qu'il a simplifié, bien sûr, à l'extrême le fonctionnement du cerveau. Hein. Mais cette idée qu'on s'adresse en général, on fait comme si on était des individus qui prenaient leurs décisions en système 2, surtout nous, hein, Descartes, tout ça, on est le pays de la rationalité. Donc on va s'adresser à la réflexion et que en fait ce mécanisme de réflexion du cerveau, bah, la plupart du temps il ne nous sert pas parce qu'on est en système 1 qui est le système de l'intuition. Quand on achète, quand on fait nos courses, quand on choisit la taille de nos portions de manière tout à fait intuitive, on n'est pas en train de réfléchir, on est en train d'agir de manière extrêmement automatique. Et alors, c'est bête parce que ce matin, Pierre, il m'a ruiné la diapo d'après. Mais enfin bon, quand même, c'est à partir des travaux de Kahneman que Thaler et Susskind ont sorti leur livre sur le nudge et que Thaler a eu le prix Nobel. Et l'idée, c'est qu'on va travailler. L'idée des nudges, c'est quoi? C'est qu'on va travailler sur les biais, c'est-à-dire les erreurs de jugement, et qu'on va essayer de pousser les gens en changeant, par exemple, la taille des assiettes à diminuer ou pas la taille de leur portion. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de voir ce que Vif en a fait. Et donc, je vais laisser la place à Sandrine.
Tiens, je me suis nettoyé les mains juste avant. Bonjour à tous. Donc, en effet, Patricia l'a présenté et je dois dire qu'on essaie de se tenir au courant, notamment grâce au fonds, mais au travers des publications, des rencontres, des travaux que certains d'entre vous ont présentés ce matin pour justement les inclure le plus possible dans les dispositifs d'intervention. Donc, merci à tous les chercheurs qui nous apportent et ceux qui sont peut-être aussi en ligne leur concours en participant à certaines réflexions au travers de leurs travaux. Alors, le programme Vivons en forme, donc c'est un programme qui vise à prévenir. Donc, on est vraiment en prévention primaire. Hein, donc, ça s'adresse à la population en général. Il est déployé aujourd'hui dans un peu plus de 250 villes. C'est un chiffre qui n'a pas beaucoup bougé. Il y a pourtant un peu un mouvement depuis à peu près un an et d'autres villes, notamment en région parisienne, qui n'ont pas toujours pu tout déployer cause Covid, mais qui rejoignent le programme. Et l'idée sur laquelle repose ce programme, c'est de mobiliser durablement les acteurs qui vivent au plus près, donc ça revient sur l'idée de la niche écologique dont a parlé Patricia, au plus près de la population, donc, et notamment des parents et des enfants, et de s'appuyer le plus possible au travers d'un pilotage local, donc un chef de projet nommé par le maire, ça c'est très important, puisqu'il va avoir la capacité de faire ce que les villes ne font pas habituellement, de travailler de manière transverse avec les différents services de la municipalité. Et il y a donc des thématiques annuelles. Un point très important de mise au point de l'approche de Vivons en forme, et nous parlions ce matin aussi un peu en aparté de l'importance de tester les choses avant de les déployer, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur un sujet, et je vais vous reparler de portions, on teste, on met au point grâce aux travaux de recherche qui ont été effectués, donc également peut-être d'autres interventions, par exemple, qui auraient pu avoir lieu sur le sujet des portions. Ensuite, on travaille en intégrant des éléments comme le respect de la parentalité, le sentiment d'efficacité dont a parlé Patricia, la façon dont les relais locaux vont pouvoir aussi contribuer au sujet. Et une fois qu'on a défini le type d'approche que l'on veut développer, on va d'abord le tester dans 2 villes systématiquement. Toutes les actions menées dans le cadre de Vivons en forme sont pré-testées parce qu'on est pourtant assez sûr de nous, on pense qu'on a bien identifié les leviers et notamment on va travailler très spécifiquement sur les leviers des populations qui sont plus notre cœur de cible, donc plus défavorisés, pardon, et sans en même temps dire que on veut vraiment s'adresser rien qu'à elle, puisqu'on fait de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire l'idée, c'est de s'adresser à toute la population. Ça avait été très bien recommandé dans un rapport INSERM il y a quelques années. Donc l'universalisme proportionné, tout en prenant en compte les leviers, puisqu'on ne s'adresse pas sur les sujets des portions, on l'a bien vu sur les travaux ce matin, ou sur les sujets alimentaires, on n'a pas les mêmes problématiques en fonction justement de ces aspects culturels, etc. Je ne reviens pas dessus. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que dans le cadre de VIF, on teste et en général sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément suffisamment prises en compte et que notamment pour les relais qu'on veut mobiliser, il est vraiment important de les inclure. On est vraiment dans la co-construction. Je travaille aussi moi sur la RSE, mais c'est la même chose. On inclut en travaillant en co-construction avec les acteurs de terrain et c'est quand on a vraiment validé, si je puis dire, l'approche, ne serait-ce que dans sa capacité à se déployer et à être perçue par les cibles, alors pas validée au sens d'une évaluation sur l'efficacité, je vais y revenir, que l'on déploie dans les autres villes. Alors on a en effet travaillé sur les portions et l'idée était de dire comment avoir un impact, déconstruire, c'est peut-être très ambitieux, sur la norme de la consommation qui éventuellement va être... et sur le terrain, on avait eu déjà il y a pas mal d'années de ça, des remontées d'informations disant que sur les nuggets, les saucisses, sur certains éléments consommés, les personnes de terrain s'apercevaient que les portions étaient parfois très très importantes chez des tout jeunes enfants. Donc il y avait vraiment cette idée de travailler sur ce sujet et également que les relais, et notamment qui travaillent en restauration scolaire, n'avaient absolument pas d'idée de la portion à servir. Donc, il y a donc eu ce test, je vous en ai parlé, j'ai parlé du sentiment d'efficacité. Un autre point extrêmement important, c'est le fait de surtout ne pas mettre en cause ou en doute la parole des parents, donc respecter cette parentalité et de ne pas être dans l'injonction aussi. Donc, l'idée, ça va être beaucoup plus de faire vivre des expériences en groupe, par les enfants, si possible aussi d'amener à avoir des interactions avec les parents. Et dans les documents qu'on a pu, puisqu'on n'a
plus de mal à toucher les parents, mais malgré tout, des documents leur sont remis par le personnel, surtout périscolaire. Donc ça se passe beaucoup en périscolaire, dans les centres sociaux, dans les PMI, mais assez peu finalement dans le système scolaire traditionnel avec les enseignants, puisque les enseignants ont déjà fort à faire avec les apprentissages, je dirais, traditionnels de l'école. Et autant ils vont s'inclure sur les sujets du sommeil parce que ça a un impact sur la pédagogie, mais ils vont avoir plus de mal à travailler sur l'alimentation. Voilà, alors ces expériences, et très rapidement, et là sans tout détailler, donc c'est tout un dispositif très complet qui a été mis en place sur les portions, avec donc déjà auprès du personnel qui sert, donc les dames de cantine, Pierre en a parlé ce matin, donc de les aider, puisque quand on les a interrogées, on fait aussi un pré-audit avant de démarrer une thématique, c'était, mais finalement, moi je ne sais pas quelle portion servir. Et quand j'ai un enfant qui ne mange pas, est-ce qu'il faut que je lui donne du pain, un peu de pain, beaucoup de pain, comment je fais par rapport à ce type de sujet. Donc, travail dans le cadre de la restauration scolaire, en montrant l'adaptation et en passant au travers des relais, et encore une fois, en donnant des points de repère, et c'est toute la difficulté, c'est que vraiment ces relais rentrent bien dans la philosophie du programme, qui n'est pas à nouveau de donner des injonctions, mais de participer à la construction de ces points de repère. On a vu ce matin aussi, dans les exemples présentés, la notion de la main, donc on a aussi, par exemple, je donne cet exemple-là, beaucoup travaillé sur cette notion de, on n'interdit pas, surtout pas, et quand les enfants sont au centre de loisirs et qu'ils vont déguster des bonbons, ou des chips dans les pique-niques, l'idée c'est tout naturellement, mais sans dire c'est bon pour ta santé, surtout pas, et sans doute en mettant plus l'accent sur oui, on va prendre beaucoup de plaisir, mais la portion qu'on va consommer, c'est la main ouverte, et les bonbons, c'est plutôt la taille de la portion, donc ça reprend ce qui a été présenté ce matin, c'est plutôt la main fermée, mais plus comme un repère un peu ludique, et également en l'accompagnant le plus possible de prendre le temps de manger, de sentir, de ressentir, et je dois dire que les travaux présentés ce matin nous incitent à aller encore plus loin. Donc tout ça a été déployé, donc périscolaire, petit livret sur les parents, et sur les parents, grâce à l'intervention à l'époque d'ailleurs de Nathalie Rigal, qui nous avait sensibilisés sur les sujets aussi de parents qui se posent la question, est-ce que mon enfant aura assez à manger? Les gens ne se posent pas forcément la question, est-ce qu'il va trop manger? Ça c'est très CSP+. CSP, les familles plus défavorisées vont se demander, mais est-ce que finalement, et en plus il ne va peut-être pas manger ce qu'il y aura à la cantine, etc., est-ce qu'il a assez à manger? Et puis pour certains enfants, il y a des enfants qui sont des petits mangeurs. Donc on n'aborde pas systématiquement par la quantité trop consommée, mais l'idée c'était de donner des points de repère, là aussi dans le ton, de façon la plus ouverte possible, et en tenant compte de toutes ces variables qui peuvent amener la portion à être différente aussi parfois d'un enfant à l'autre. Alors c'est pas facile, mais on y arrive. Et puis cette thématique comme d'autres, et c'est des résultats publiés très récemment dans la revue BMC Public Health, on a essayé de mesurer l'impact de cette approche. Donc les portions, c'est quelque chose qui continue dans les villes vivant en forme, puisque l'idée de nos actions, et il y a bien d'autres actions, mais ça a fait partie dans la période étudiée de l'action qui a été menée. Mais ce qui est important à voir, c'est que dans ce programme, ce que nous cherchons, c'est que les pratiques des relais locaux soient, et donc, a fortiori bien sûr des parents, que ça s'inscrive dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une campagne de 6 mois ou d'1 an, mais c'est l'idée de changer ces pratiques un peu durablement dans la façon de sensibiliser, amener les enfants à faire des ateliers, etc. sur le sujet. Donc on a voulu mesurer l'impact du programme et il a été, et sous les conseils de Bernard Guigrand, puisqu'on avait un petit peu de mal à trouver les moyens d'évaluer sans avoir de groupe contrôle, on a pu extraire dans des villes, donc 4 villes, qui ont vraiment mesuré avec l'éducation nationale, donc c'est vraiment fait par les médecins scolaires et les infirmières scolaires, donc mesurer poids-taille des enfants, et donc ils ont fait ça avec 4 ans d'intervalle, entre 2011 et 2015, et sur l'ensemble des enfants, il y a très très peu de refus, puisque c'est fait de façon assez naturelle, donc à la fois en grande section de maternelle, et ensuite en CM2. Et on a donc pu suivre, avec des données anonymes mais codifié, une cohorte de un peu plus de 800 enfants, 827 enfants. Et cette cohorte était composée donc à peu près de 49% de filles, 51% de garçons,
À l'inclusion, ils avaient un peu plus de 6 ans. Et on avait un fort pourcentage, que 59% étaient scolarisés en ZEP. Et avec au démarrage, ce qui explique aussi ce fort pourcentage de ZEP, de plus de surpoids et d'obésité que ce qu'on peut voir sur les chiffres nationaux, puisqu'on a 16,6% au démarrage de surpoids et 3,9% d'obésité. Je rappelle qu'on est en prévention primaire, donc ça n'est pas du tout une étude qui a permis de suivre si c'était efficace pour faire perdre du poids, mais l'idée c'était de regarder malgré tout sur une cohorte comment l'action pouvait avoir un impact sur le surpoids et l'obésité. Il y a donc eu 3 focus thématiques. L'activité physique, ça a été mentionné ce matin, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans les villes Vivons en forme. Toujours pareil dans le cadre périscolaire, mais également familial. La restauration scolaire, je vous en ai parlé, et un sujet sur les rythmes alimentaires et les portions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un résultat analysé donc par Emery Constant, qui est un psychologue et qui fait partie de l'école de santé publique de Rennes et qui est venu en toute indépendance regarder ses résultats et nous apporter sa vision, son analyse, ses analyses statistiques. Donc on a environ 50% des enfants qui étaient en surpoids obèses au début de l'étude qui ont amélioré leur statut pondéral. Donc ça donne un chiffre de 169 enfants et vous allez dire c'est pas 50% puisqu'il y en a 132 donc 4 ans plus tard, hein, donc sur les mêmes enfants. Mais bien sûr ce qui s'est passé c'est que certains sont passés d'obésité à surpoids ou d'autres de surpoids à poids normal. Mais pendant ce temps-là, on avait aussi sur l'échantillon, pendant la même période, 34 enfants qui sont passés de poids normal en surpoids et de surpoids à obèse, donc 6,6% de l'échantillon. Mais au global, on a vraiment eu une diminution significative de la prévalence du surpoids et de l'obésité sur cette cohorte on voit sur les données que c'est lié aussi beaucoup, parce que on n'a pas de miracle, hein, sur l'obésité, c'est beaucoup des enfants qui étaient proches du surpoids et qui éventuellement, de par les actions menées dans la ville Vivons en forme ou dans les villes impliquées, donc c'était 4 villes. Donc un résultat en tout cas significatif en termes d'impact sur ces enfants qui ont été suivis. Et l'autre élément, et pour ne pas être trop long parce que je vais m'arrêter, l'autre élément qui a été aussi mesuré par Emery Constant, c'était de voir, parce que finalement ça pouvait se passer sans que ce soit lié à l'intervention dans les villes et lié à Vivons en forme, mais c'est que dans les 4 villes, plus la ville avait de personnes formées, puisque l'idée c'est de former les acteurs locaux qui eux-mêmes implémentent et mènent les actions dans les villes Vivons en forme, plus il y avait de personnes formées et donc un petit nombre d'enfants aussi par personne formée, plus l'impact du programme était efficace, ce qui a permis aussi d'en conclure qu'il y avait un lien avec l'intervention qui était menée sur place. Alors, en conclusion, évidemment, on est quand même très fiers de ce résultat, puisque un des premiers résultats de Vivons en forme, c'est que c'est un programme, alors au début, d'ailleurs, co-créé avec un médecin qui s'appelle Jean-Michel Boris, donc ça c'était en 2004, c'était EPOD. Deuxième vague, si je puis dire, à partir de 2011, donc volonté de ce programme de ne plus être sur la prévention, dans le titre, hein, EPOD c'était Ensemble prévenons l'obésité des enfants, on est passé à Vivons en forme, et l'idée c'était d'être beaucoup plus inclusif sur l'ensemble de la population et de surtout pas stigmatiser les enfants qui étaient en surpoids, et donc toujours pour cette notion d'efficacité, enfin d'inclusivité donc de la population et de non-stigmatisation. Et surtout, gros basculement dans ces années-là sur la notion de formation durable et d'implication durable des acteurs locaux. Donc l'importance de la recherche préalable, je le redis, on essaye d'intégrer le plus possible, et c'est pour ça qu'on a à la fois besoin de gens qui travaillent sur de la recherche, comme Patricia et comme certains d'entre vous, les recherches récentes, les appuis théoriques donc, pas de top-down, surtout le plus possible de co-construire avec les acteurs locaux. Dans toutes les actions, on les interroge, on les inclut. Et puis, bien sûr, et même si cette évaluation a le mérite d'exister et on en est très fiers, on sait que c'est quelque chose de difficile à évaluer, puisqu'il faudrait en théorie avoir aussi des villes témoins. Mais voilà, en tout cas, pour ce partage. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, on a une première question des internautes. Je vous la donne. Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions menées ? Oui, je pense que c'est plutôt... masque. Oui, c'est plutôt pour toi. Alors, les actions menées, donc par exemple, c'est sur les portions.
Ça a été la formation pendant 3 jours, hein, donc ce ne sont pas des formations courtes, des personnels de cantine pour, d'une part, dans un premier temps, les entendre. Donc c'est tous les personnels des cantines. Hein, dans certaines villes, c'était jusqu'à 116 personnes, 150 personnes. Donc, ce sont plutôt des villes qui, au maximum, vont jusqu'à 100 000 habitants. Vivons en Forme n'est pas développé pour l'instant dans les grandes villes. On n'a pas eu l'occasion de le faire, l'association qui pilote le programme. Donc, et de former ces personnels, déjà à comprendre le rôle qu'ils ont à jouer. Donc en général, c'est extrêmement apprécié parce que justement, on montre qu'ils ne sont pas juste là pour débarrasser les assiettes et servir et veiller à ce que ce soit calme à la cantine, mais de leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer et de leur donner des solutions concrètes, d'ailleurs y compris sur comment faire face à un enfant qui met le bazar à la cantine, mais en passant par les notions de portion, de goûter, un peu comme un contrat, on goûte, même si on n'aime pas un plat. Donc tout un tas de choses très concrètes, hein, des formations, donc je vous dis 3 jours, donc assez complètes. Et ce sont les villes qui décident donc de mettre à disposition ces personnels. Autre exemple d'action, dans le périscolaire, sur les aspects rythme alimentaire, on a commencé par demander aux enfants, enfin c'est un atelier qui est proposé, de venir raconter quels sont, parce qu'on a tous des origines soit territoriales en France, soit venant de pays divers dans les générations précédentes, quels étaient les rythmes alimentaires, comment le repas se structure, est-ce qu'on est à table, etc., pour les amener à prendre conscience aussi de l'intérêt du temps passé, de la convivialité et du partage dans l'alimentation. Donc voilà, ce sont des exemples, mais il y a beaucoup d'actions qui sont proposées et l'idée, c'est qu'elles puissent se répéter le plus possible. Mais voilà quelques illustrations sur les portions. Il y a l'idée que les animateurs du périscolaire, on leur donnait des outils comme l'affiche que vous avez vue, justement, pour qu'il y ait des ateliers avec les enfants, pour qu'ils puissent aborder justement l'expérience de la petite main pour les bonbons, que moi je trouve très utile, et ce genre de choses, mais de manière ludique et expérientielle. Vif, comment peut-on s'impliquer, participer au projet et son déploiement ? Il faudrait savoir qui nous pose la question, parce que si c'est un maire, welcome. En fait, VIF travaille avec les municipalités, et c'est vrai que c'est un petit peu la manière. Alors après, l'association fonctionne avec 5 permanents, donc un conseil d'administration. Nous, on est là pour donner un peu notre avis, impulser. C'est vrai que, par exemple, moi, de mon côté, je travaille beaucoup sur les rapports avec la recherche, parce que c'est là où j'ai le plus de facilité. Bon, voilà, il y a plein de manières de travailler avec VIF, mais si c'est quelqu'un qui travaille dans une ville, il faut prendre contact avec nous et puis on va s'en servir comme relais. Une question ? On a vu ce matin que aussi les problèmes de sous-poids et les problèmes de malnutrition, entre guillemets, devenaient importants, notamment chez les futures jeunes filles. Est-ce que VIF est complètement centré sur l'obésité, la prise de poids, ou est-ce que vous regardez aussi cela et comment vous l'abordez ? Je peux commencer à répondre, puis je te laisse après. En fait, souvent les thématiques, on travaille à partir de ce qui est remonté par les villes. Comme par exemple, là, VIF est en train de développer une thématique écran, parce que les villes nous faisaient remonter. Il y a des échanges entre VIF et puis les villes partenaires qui disent à un moment, écoutez, il faudrait vraiment... sur le terrain, on voit bien que c'est un problème, on voit bien que les familles ont besoin d'aide, et donc on voudrait que vous travailliez là-dessus. Après, je vais te laisser la parole. Oui, un point important, c'est justement qu'on ne vienne pas contribuer au sous-poids. Et donc, quand une ville rejoint le programme Vivons en Forme, il y a une sorte d'audit, entre guillemets, hein, pour regarder où en est la ville, quelles sont les structures sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, comment, dans le comité de pilotage, où il y a toujours un représentant de la restauration scolaire, des activités périscolaires, des centres de loisirs, des associations, voire de l'urbanisme, des parcs et jardins, etc. Et ensuite, il y a une formation sur place. Avant, ce n'était pas comme ça, mais maintenant, vraiment, les équipes Vivons en Forme
vont sur place et vont partager la philosophie du programme. Et dans cette session, qui est assez longue aussi, c'est 2 jours, il y a vraiment un partage de... surtout, on ne va pas parler de poids. Et quand le poids-taille a été mesuré des enfants dont j'ai montré les résultats, c'est vraiment fait dans le cadre d'une visite globale de la médecine scolaire. Les enfants sont pesés, alors chez les CM2, il n'y en avait pas particulièrement, mais ils sont pesés tout habillés, on enlève les chaussures, etc. Il y a un même protocole qui est reproduit, mais on ne parle plus jamais de poids. Jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Pour l'instant, on est, comme il y a beaucoup de villes qui sont des ZEP, et on voit quand même des chiffres qui font vraiment encore peur sur la prévalence du surpoids et de l'obésité, parce que là, c'est une moyenne. Mais dans certaines villes, il y a beaucoup de villes dans les Hauts-de-France, mais il y a aussi Mantes-la-Jolie, par exemple, ou d'autres, où on voit quand même beaucoup de surpoids et d'obésité. Mais en tout cas, on n'agit pas sur les petits poids, peut-être aussi avec les problèmes économiques. On fait très attention, on a beaucoup travaillé aussi avec Nicole Darmon, à prendre en compte les aspects économiques pour justement que les solutions soient pas des solutions qui seraient faciles, il n'y a qu'à faucon, alors qu'il y a vraiment des contraintes économiques très très fortes.